Et Robert Little, bien sûr, faut-il le présenter? Il doit y avoir bien sûr une référence qui vous agace, hein, Robert Little. On vous présente souvent comme le John le Carré américain. Bon, il faut dire que vous entretenez, vous, en tout cas, un attachement particulier à la France, puisque c'est ici, au fond, que vous avez atterri en 1970, hein, à peu près. À peu près, oui. Après 4 ans passés notamment dans la Navy et 6 ans passés à travers le monde pour le magazine Newsweek où vous étiez grand reporter. Et puis en 70, donc, vous plaquez tout pour arriver en France, écrire votre premier livre intitulé La Boucle qui sera publié sous forme de feuilleton dans l'Express. Et pour traduire d'ailleurs ce premier livre, qui mieux qu'un collègue français pour faire le boulot, puisque c'est Jean-Patrick Manchette qui avait fait Les Belles Heures de la mythique série Loire, qui a traduit avec son épouse Mélissa votre premier roman. Et puis depuis, vous avez écrit une douzaine de romans d'espionnage, même si je crois que vous n'aimez pas beaucoup le qualificatif roman d'espionnage, roman tout court, mais enfin, on citera les plus connus, notamment La Compagnie, le grand roman de la CIA, qui retrace justement l'histoire de la guerre froide de 1950 à 1995, à travers les destins croisés de personnages du KGB et de la CIA. Et puis arrive ici, aujourd'hui, votre nouveau roman intitulé Une belle saloperie, qui est paru hier aux éditions Baker Street, où il est toujours question d'espionnage et de CIA, mais cette fois loin du froid, loin de l'Union soviétique, l'ex-Union soviétique, mais plutôt en zone de guerre chaude, désertique entre Nouveau-Mexique, Hindoukouche et Afghanistan, donc. Et puis, il y a un héros de cette belle saloperie chez Baker Street, un héros, un personnage, un privé, qui s'appelle Lemuel Gunn. Gunn avec 2 N. Impossible, Robert Little, avant que nous parlions plus avant de votre roman et de littérature, de ne pas vous poser quelques questions liées à l'actualité américaine, celle que l'on sait après les attentats de Boston, et puis l'information de ce matin notamment aussi, une chasse à l'homme lancée à Boston pour retrouver un homme armé qui a tué un officier de police sur le campus du Massachusetts Institute of Technology, le fameux MIT. Aucun lien pour l'instant avec apparemment les attentats du marathon de Boston, mais tout de même une actualité chargée, une actualité qui tourne autour aussi du gun avec un seul N, Robert Little, la question des armes et ce fameux jour de honte à Washington après l'échec de la législation sur les armes d'Obama. Beaucoup de sujets en un. Oui. La première question, y a-t-il quelque chose que nous ne comprenons pas dans le rapport que les Américains ont avec les armes? Monsieur l'Américain Robert Little. Avec son petite modeste loi qui n'a pas passé, la question d'armes en Amérique, c'est totalement foutu. Il n'y a rien à faire. Le problème, c'est sans espoir. Je vais vous expliquer pourquoi. L'Amérique, c'est un pays avec 314 millions de personnes. Et il y a 310 millions d'armes dans ce pays. C'est fou, mais c'est comme ça. Donc, il peut passer les lois tous les jours maintenant et il ne va jamais changer ça. Les gens sont armés et il va rester armé. La petite loi qui n'a pas passé, c'était tellement modeste. Très modeste, on va la rappeler. Le Sénat américain a rejeté, c'était mercredi, une mesure qui devait rendre obligatoire les vérifications d'antécédents avant l'achat d'une arme sur Internet et dans les foires. Oui, parce que maintenant, on peut acheter les armes sur l'Internet et sans donner quoi que ce soit comme référence. On peut être un criminel, on peut être un malade mental. Et voilà, il ne peut pas passer même ça. Qui montre à quel point... Et c'est parce que les Republicans ont bloqué ça dans le Sénat. Et pourquoi les Republicans ont bloqué ça dans le Sénat? Parce qu'il y a un groupe qui s'appelle le NRA, the National Rifle Association, qui est très, très puissant. Et il y a une autre chose remarquable de cet petit épisode de la loi qui n'a pas passé, c'est que le fait que 8 sur 10 Américains étaient pour le passage de cette petite loi. 8 sur 10. Ce qui était une première. Oui. Que 8 sur 10, oui, parce que c'était tellement modeste. Il disait simplement, et aussi on a cet épisode où tous les enfants étaient tués récemment. Donc la loi dit simplement, avant que vous achetez une arme, il faut vérifier que vous n'êtes pas un criminel ou un malade mental. Mais c'est modeste, et ça n'a pas passé. Le NRA a bloqué ça parce que c'est un groupe qui représente pas seulement les gens qui sont propriétaires d'armes, ils représentent les fabricants d'armes. Et ça, c'est un énorme business en Amérique. Donc, ils ne veulent pas perdre
leur business et voilà. Alors parce que au fond, oui, il n'est pas tant question finalement d'armes pour la NRA que de pouvoir financer les campagnes électorales, s'attirer les bons sentiments de sénateurs ou de députés qui veulent accéder aux chambres. Là. Ils sont très armés avec FRIC, National Rifle Association. Ça, c'est leur arme. Et quand on arrive à la primaries où les candidats sont choisis, il va dans les différents endroits d'Amérique et soutiennent celui qui estime va voter contre tout problème d'armes. On revient avec ça à la Constitution et l'origine de tout ça. En fait, le vrai racine de tout ça, c'est la Révolution américaine en 1776 contre les Anglais, où les Anglais, tout en rouge, sont quittés Boston pour conquérir Lexington, qui est juste à côté, et ils étaient battus par les fermiers, qui s'appellent les Minutemen à l'époque, les Minutemen. Et les fermiers, chacun a son fusil. C'était normal à cette époque-là. Tout le monde était armé. Cet groupe de Minutemen a gagné le jour contre les Anglais qui sont les professionnels. Donc, il y a cette tradition qu'une milice en Amérique, une milice armée, c'est nécessaire pour protéger l'indépendance de le peuple contre un standing army. Qu'est-ce que c'est ça en français? Contre une armée établie. Exact, une armée établie. On a toujours un méfie contre une armée on se méfie établie. Toujours. Totalement. Donc, la clause dans la Constitution, à propos de ça, c'est marqué « une milice ». Parce qu'une milice est nécessaire, virgule, tout le monde a le droit d'avoir une arme. Les deux sont liés dans la Constitution. C'est notre Cour suprême, maintenant, je crois, il y a un an, 18 mois, qui a décidé que le virgule, il a jeté le virgule dans la poubelle. Et ils ont dit, la première clause à propos de la milice n'a rien à dire, et ils ont pris la deuxième clause, tout le monde a le droit d'avoir une arme. Point à la ligne. La Cour suprême maintenant est à 9, il y a 5 qui sont à droite, et le vote était 5-4, et ils ont décidé que ils lisent la Constitution et décident que la Constitution a dit que tout le monde a le droit d'avoir une arme. Et voilà, nous y sommes. Est-ce comment voyez-vous, analysez-vous, Robert Little, au fond, sur cette question-là, ce que les commentateurs dans la presse, mais même au fond lui-même, appellent un échec, l'échec d'Obama, un très grand échec pour quelque chose qui... Parce que, non, la question est la suivante. Pourquoi n'y est-il tout de même pas arrivé? On a vu récemment, sur les écrans français, un passionnant film de Spielberg, Lincoln, où au fond, on voit qu'un Lincoln arrive à faire abolir l'esclavage avec des méthodes, certes, parfois tout à fait légales et honnêtes, et puis d'autres pas du tout. Il faut décider, convaincre l'un, corrompre tel autre, pour au fond arriver à faire passer quelque chose qui, au départ, même s'il y a la guerre de sécession, n'est pas dans l'état d'esprit majoritaire des Américains. Mais il y arrive, et on voit comme une façon documentaire la coulisse, au fond, de ce qu'un président fait avec ses hommes pour parvenir à abolir cette question de l'esclavage. Pourquoi Obama, l'essence aujourd'hui d'un président américain, n'y est-il pas arrivé d'une manière ou d'une autre pour, comme vous le dites, des amendements en plus très mineurs? Il ne s'agissait pas d'interdire les armes. Ce qui passe maintenant en Amérique, c'est phénoménal. C'est pas seulement la question d'armes qu'Obama ne peut pas pousser ça au bout. On va étudier ça dans les années à venir. Obama est un noir dans la Maison Blanche, construit par les esclaves noirs. Et il y a au moins la moitié de le pays qui ne peut pas avaler ça. Et systématiquement, ce n'est pas seulement la question d'armes, mais chaque chose qu'Obama propose, chaque chose, il est systématiquement bloqué par ces républicains, par ces gens à droite, qui sont très mal à l'aise. Alors moi, je trace tout ça en racisme pur et simple. On a un président noir qui est magnifique, que l'Amérique, dans son majorité, et la deuxième élection maintenant, on a une très bonne majorité, a élu. Mais il y a cette grande minorité, parce que la minorité n'est pas petite, qui systématiquement veut le ruiner. Et chaque chose que Obama propose,
il y a cette groupe de Republicans dans la House of Representatives, dans le Congrès, dans le Sénat, qui fait tout ce qu'il peut faire pour le bloquer. Mais est-ce que ça veut donc dire, Robert Little, malgré les cousinages, au sens d'ailleurs propre du terme, qu'il y a entre Européens et Américains, entre Français et Américains, entre Irlandais et Américains, est-ce qu'il y a tout de même une conception, là aussi historiquement, radicalement différente de ce fameux mot de liberté qui est à notre fronton, et la liberté qui est érigée chez vous comme le principe majeur au fond de la société américaine, liberté de tout dire, liberté de tout faire, liberté de posséder une arme. Est-ce que ça veut dire tout de même que nous n'entendons pas la même chose derrière ce mot? Oui, sûrement, parce que la liberté en Amérique, le système démocratique Amérique est en train de fondre. Ils font tellement de choses en Amérique maintenant qui sont contre l'idée de liberté et de démocratie. Je peux faire une liste, je peux dresser une liste très longue. Par exemple, récemment, très récemment, dans l'Amérique, il y a des 50 États, 50 states, des 50 États différents. Ouais. Et ils sont tout puissants dans leurs États. Et il y a beaucoup d'États qui sont contrôlés par la Republican legislation dans ces États. Et récemment, ils ont essayé et ils ont réussi de changer la loi pour être de voter registration. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Dans ces États, ils ont imposé les lois qui exigent que pour voter, vous devez avoir un passeport. Et si vous n'avez pas un passeport, vous devez avoir un document laminé avec votre photo. D'identité, quoi. Qui n'a pas ça en Amérique? C'est les pauvres. Qui sont les pauvres? Les Noirs, les Latinos, qui n'ont pas ça. C'était un effort ouvert de disenfranchise les Noirs. Et pourquoi? Parce que les Noirs en Amérique, et les Latinos aussi, les Noirs votent 93% pour les démocrates. Donc, les Républicains ont trouvé un moyen de changer la démocratie, tel que les Noirs qui votent démocratique, il va être empêché de voter. Est-ce que ça vous donne raison d'être parti des États-Unis ou je suis un Américain intelligent. Et vous désespérez parfois de ce peuple américain? Beaucoup. Bon, après tout, vous êtes New-Yorkais, vous n'êtes pas tout à fait américain, vous savez ce qu'on dit. Hein. Les New-Yorkais ne sont pas entre New-Yorkais et un Texan. Je suis Lotois. Vous êtes Lotois, maintenant. D'où vient mon accent? Donc, d'où vient votre accent? On incrimine parfois, et souvent, quand il y a comme ça des événements sanglants, des tueries dans des lycées, on accuse régulièrement, et le débat se fait jour, le cinéma, la littérature, la fiction, de donner le mauvais exemple parce que du western à Tarantino, l'influence sur les jeunes générations serait néfaste et les pousserait ainsi au crime. Vous y croyez, vous, à ça? Non, je crois que c'est le revers. Je crois que le cinéma reflète la réalité. Et la réalité est violente en Amérique. L'Amérique a une tradition de violence. C'est le cowboy, le cliché de le cowboy avec son pistolet sur son hanche, et qui est là pour pousser son indépendance. Personne ne va marcher sur ses bottes. Ça, c'est le cliché américain. Et le cinéma reflète ça. C'est une réflexion de ça. Et Une belle saloperie, il reflète ça, justement. C'est on pourrait dire votre premier roman noir, comme une espèce de coup de chapeau à Chandler, avec un personnage qui manie les armes, un privé, ancien soldat en Afghanistan, qui est entre deux époques et qui permet ainsi de convoquer dans ce livre à la fois la grande période du cinéma américain de la Warner, à la fois l'actualité de l'Afghanistan et puis au fond cette actualité que l'on vit aujourd'hui d'un homme qui manie les armes mais qui ne croit pas beaucoup qu'il arrivera malgré tout à sauver le monde. Oui, c'est un détective à l'ancienne pour moi. Et en fait, pour moi, tout est dans son nom. Et son nom, le prénom est Lemuel. Dévoué à Dieu. Pardon? Dévoué à Dieu. Ah oui, mais c'est aussi Lemuel, oui, exactement. Mais c'est aussi Lemuel qui vient de Lemuel Gulliver, de Jonathan Swift. Et Lemuel Gulliver, c'était une espèce d'innocent, naïf. Et je trouve le jeu entre naïf, innocent et le mot gun, c'est le jeu est là.
8h17, c'est donc la chronique Aléa en français de Brice Couturier. Bonjour Brice. Je suis aussi Bruce Taylor. Écoutez Marc, je crois que ça doit exister, forcément parce qu'en matière de thèse de doctorat, tout ce qui est concevable existe, et même ce qui ne l'est pas, mais je ne l'ai jamais croisé. Je rêve de lire un livre, un traité, un peu ambitieux, sur le style de Raymond Chandler. Chandler était le plus british des écrivains de romans noirs américains et il paraît que pour un lecteur américain, ça s'entend. Cela le rendait plus sensible aux tournures spécifiquement américaines de la langue parlée de son époque. C'est pourquoi on a parfois l'impression qu'il écrit entre guillemets, au deuxième degré, à la limite de la parodie. Chandler a donné ses lettres de noblesse au roman noir, au polar ou plus précisément au hard-boiled detective novel, le roman policier dont le héros est un dur à cuire. Le genre ne passait certes pas pour particulièrement noble à l'époque où il a publié ses chefs-d'œuvre, Le Grand Sommeil, Adieu ma jolie, La Dame du Lac, Charade pour écrouler, c'était les années 40 et 50, mais c'est bien lui, Chandler, qui a posé les règles de base, il les avait d'ailleurs théorisées, d'un genre littéraire qui, s'il ne l'a pas créé, a trouvé chez lui son incarnation idéale. Alors vous avez décidé, Monsieur Little, de vous fondre dans ce style jusqu'à la parodie, pour nous raconter une histoire d'aujourd'hui. Puisqu'il écrivait, lui, Chandler, je l'ai dit, au deuxième degré, cela vous situe vous-même dans une espèce de troisième degré. Une parodie de parodie. Vos personnages semblent tirés de Chandler, en particulier ce héros narrateur, un privé dur à cuire, qui parle exactement comme Philip Marlowe. Comme Marlowe, c'est un homme rongé par une sourde colère, il a vu ce qu'il ne devait pas voir en Afghanistan comme soldat et a été révoqué de l'armée pour avoir voulu le révéler. Il y a d'ailleurs une allusion explicite à Marlowe au début du 27e chapitre. Nul besoin d'être Philippe Marlowe pour comprendre que j'étais dans le pétrin. La progression de l'enquête semble calquée sur les canevas tortueux de Chandler. Elle progresse au fil de rencontres improbables avec des personnages qui semblent eux aussi tirés de l'œuvre de Chandler, mais transposés dans l'Amérique contemporaine, avec, comme chez Chandler, une préférence pour les déjantés et les paumés. Mais encore une fois, c'est surtout le style qui évoque Chandler. Comme lui, vous adorez l'hyperbole. Exemple, de grandes jarres bleues style Alibaba se dressaient ça et là, assez vastes pour y faire cuire des tigres. Ça, c'est dans La Dame du Lac de Chandler, et voilà ce que ça donne chez Robert Little. La pièce était si vaste que je crus avoir besoin d'une voiturette de golf pour la traverser. Il s'agit bien d'une transposition. Il n'y avait pas de voiturette de golf chez Chandler. Vos métaphores sont calquées sur celles de votre modèle. Là où Chandler écrivait « Le sourire s'effaça comme de l'eau sur le sable », vous écrivez « Un sourire défraîchi s'étalait sur son visage ». Votre ironie, c'est du Chandler pur, comparons. « Désolé, dit la fille, je vous ai pris pour un crachoir ». C'était dans Un tueur sous la pluie. Chez Robert Little, ça donne « Après, vous faites demi-tour, vous retournez à votre voiture et vous prenez modèle sur l'araignée, vous disparaissez dans votre trou de mur ». Et surtout, l'usage de la métalepse, ou art de faire entendre autre chose que ce que l'on dit à l'aide du contexte qui est caractéristique du style de Chandler et qu'on retrouve chez Robert Little. Exemple, ainsi, voilà ce que ça donne chez Chandler dans Le Grand Sommeil. Le regard noir de Brody me dévisagea de haut en bas, son colt affamé toisa mes organes essentiels. Voilà ce que ça donne chez Robert Little. Un jour, sa voisine du 17D s'est plainte du bruit. Si bien que j'ai téléphoné à Emilio pour lui demander très poliment de bien vouloir baisser la musique. Il m'a répondu qu'il n'écoutait pas de musique. Alors je lui ai dit qu'il ferait peut-être bien d'en mettre. Alors ma question, Robert Little, c'est à quoi rime un tel exercice sur le plan littéraire ? Quel plaisir éprouve-t-on à mettre ses pieds dans les traces d'un autre écrivain ? Est-ce le moyen de se débarrasser d'une obsession, d'une emprise ? Ou un jeu littéraire, un pur jeu littéraire sur une forme transposée dans le contemporain ? Non, je crois. Robert Little. Je crois que c'est un hommage. Et je crois que tous les écrivains ont le droit de faire un hommage. Et souvent, ils font des hommages. Et Chandler, on ne rend pas compte aujourd'hui, je crois, à quel point il était un grand écrivain. Il n'y a pas moins que le grand poète anglais Auden qui a dit, et parmi beaucoup de citations de grands écrivains, qui dit que Chandler était un maître. Mais ce qui est intéressant pour moi, il n'a pas dit que Chandler était un maître de le roman de policier, il a dit qu'il était un maître de roman. Et pourquoi il était maître de roman ? C'est parce que Chandler avait cette don
de créer un monde, pas donner une description du monde, mais de créer un monde. Well, that was a fascinating story. But here's one that has everything the Falcon had and more. It's Raymond Chandler's latest bestseller, The Big Sleep. And what a picture that'll make. You mind if I look at it? Sometimes I wonder what strange fate brought me out of the storm to that house that stood alone in the shadows. As I probed into its mysteries, every clue told me a different story. But each had the same ending, murder. Every instinct warned me to beware that something more dangerous, more deadly than I'd ever known before was in that room. And suddenly, I like that. I'd like more. Bien sûr, la bande-annonce, vous l'aurez reconnu, originale de l'époque, hein, du Grand Sommeil, adapté de Raymond Chandler. Robert Little, le monde se partage souvent en deux. Il y a ceux à Paris qui lisent, à l'époque où on lisait encore Pariscope ou l'officiel du spectacle, et il y a ceux qui prennent le taxi, ceux qui prennent le métro, ceux qui préfèrent le bus et ceux qui préfèrent marcher à pied. On dit que tout de même, dans le monde du roman noir, il y a le monde se sépare en deux. Ceux qui aiment Dashiell Hammett et ceux qui aiment Raymond Chandler. Vous êtes-vous clairement dans le camp de Raymond Chandler? Évidemment, oui. Et pourquoi n'aimez-vous pas Dashiell Hammett? Oh, c'est pas une question de pas aimer l'autre. Ouais. On peut avoir respecté tous les deux. Mais Chandler, pour moi, il faut voir Chandler comme je le vois. Il a changé la façon quand les Américains écrivent, les écrivains américains écrivent. Rien n'était le même après Chandler. Les autres sont les très compétents écrivains de polar noir, roman noir. Mais Chandler a vraiment mis un marque sur l'Amérique. Alors, notre maître, Emmanuel Laurentin, maître en polar, m'indiquait ce matin qu'en fait, la différence se situe assez simplement dans l'idée que Dashiell Hammett pense que son héros peut sauver le monde, tandis que Chandler pense qu'il ne le peut pas. Oui, Chandler a une meilleure vue du monde que les autres. Il est beaucoup plus réaliste. Et c'est vrai. Les dernières phrases, hein, gun, pauvre con, qu'as-tu fait? Oui. Impuissance de l'homme. Peut-être, là, vous mettez votre doigt sur la similarité entre nos points de vue, parce que moi aussi, je vois les choses plutôt pessimistiques comme Chandler, et pas optimistiques comme son concurrence. Et pourquoi vous voyez les choses de façon pessimiste? C'est votre passage notamment à la Navy? Oh non. Ou c'est votre expérience de journaliste que vous n'avez pas trop aimé pour le magazine Newsweek, quand même, je rappelle, 6 ans de reportage, grand reporter à Newsweek. Oui, j'ai été influencé par ça, absolument. La dernière chose que j'ai fait à Newsweek, j'ai fait un grand reportage sur les Chicanos. Vous savez ce que c'est les Chicanos? Les Américains d'origine latine. Et je suis allé à Texas, j'ai passé partout pour faire le reportage, et après j'ai écrit une grande cover story sur les Chicanos en Amérique. Et quand j'ai fait ça, j'ai trouvé une famille en Texas qui vivait dans un trou dans la terre. J'ai vu ça avec mes yeux. Et ils volaient l'eau du cimetière blanc à côté. Et j'ai écrit tout ça j'étais un jeune homme avec tout mon passion, tout mon cœur. J'ai écrit tout ça à Newsweek. Et la semaine après, on avait l'habitude de lire les lettres à les éditeurs qui arrivent dans le couloir. Et ils commençaient à lire les lettres des éditeurs. Cher Monsieur Little, votre histoire sur les Chicanos était magnifique, on était très émus. Deuxième paragraphe, est-ce que vous pouvez me pointer vers le personnage où je peux trouver un Chicano comme femme de ménage? Alors moi, je disais, qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être c'était le début d'un grand pessimisme que j'avais sur l'Amérique, qui a grandi avec mon connaissance de la politique, Nixon, la guerre en Vietnam. Tout ça, c'est mes héritages aussi. Et que l'on retrouve dans le personnage tout de même de Lemuel Gunn, qui après tout est une espèce, comme le disait très bien Brice,
un privé à l'ancienne. On pourrait penser qu'on est en 1940 quand on démarre votre roman, et puis on se rend compte qu'on n'est pas du tout. On est dans la période actuelle. Enfin, il a été chassé de l'armée. Il a fait la guerre en Afghanistan parce qu'il a vu des choses qu'il n'aurait pas dû voir. Il a été révoqué. Cela rappelle d'ailleurs aussi tout de même l'actualité qu'on ne saisit pas forcément toujours aux États-Unis. On a appris récemment, notamment en ayant vu le film de Catherine Bigelow, mais également sur Internet, a circulé une sorte de dessin animé qui retrace très documentairement l'assassinat, le meurtre de Ben Laden. Et d'après les témoignages réels d'un officier, celui qui notamment a tiré sur Ben Laden, et qui raconte que l'après Ben Laden, pour lui, c'est juste au fond de disparaître, qu'il n'a pas plus d'indemnité que cela. Il n'a que pour seule protection son changement de nom, comme il est évoqué aussi d'ailleurs dans votre livre, mais c'est tout. Je dois reconnaître qu'on est un peu surpris que, après tout, ces gens qui ont fait ce qu'on leur a demandé aient l'air d'être comme abandonnés ou laissés de côté. Est-ce que c'est la réalité? Comment expliquez-vous cela, Robert Little? Oui, je réagis mal à le mot « murder » of Ben Laden, parce que Ben Laden, il faut dire, est un grand criminel. Ah oui, non, oui. Et le mot « murder » Exécution, il a été exécuté, voilà. Oui, écoutez, Ben Laden était chassé, il a échappé depuis longtemps, il l'a trouvé, et son mort était écrit. J'ai pas de sympathie pour Ben Laden. Comment se fait-il que les officiers qui ont été en commando pour faire cette opération semblent délaissés par l'État américain? Mais surtout le médecin pakistanais qui l'a donné et qui lui est en prison alors que les Américains l'ont lâché quand même. Ça, c'est quand même énorme. Oui, il y a des équipes en tous les pays. En Israël, il y a des équipes comme ça. J'ai vu le Gatekeepers, cette film qui c'était les anciennes de le Shin Bet. Il y a des gens de l'Amérique, en Angleterre, en France aussi, qui sont capables de prendre justice eux-mêmes, de croire qu'eux, ils sont l'arme de justice et de faire le nécessaire. Il y a toujours dans tous les pays ça. Je crois que les Américains ne sont pas très différents. Et vous êtes triste de la disparition de la version papier de ce journal qui vous a fait vivre pendant 6 ans, Newsweek? Il y a un moment de nostalgie. Mon fils m'a envoyé la dernière copie en papier. Et je dois dire, oui, je suis triste parce que j'ai travaillé là, mais je suis triste aussi parce que je vois l'avenir de papier là. Je crois que les autres magazines vont suivre dans le Newsweek parce que personne ne sait maintenant dans ces jours d'Internet et tout comment pour faire un journal ou un magazine que ça marche avec un profit. Mais je crois aussi le monde du livre va suivre ça aussi. Donc, j'étais nostalgique pour Newsweek qui existait depuis les années 30. C'était Newsweek, 2 mots à origine dans les années 30. Et moi, j'étais nostalgique, mais ça m'a donné peur pour l'avenir, pour le papier. Moi, les choses en papier. J'aurais pu croire que vous n'auriez pas été nostalgique, parce qu'on lit ça et là, quand on se documente sur vous, que vous n'avez pas aimé cette période de journalisme, que vous vouliez la quitter au plus vite. C'était un love-hate relationship. Amour-haine. Oui. Comme dans La Nuit du Chasseur. Parce que c'était fascinant d'être un journaliste à l'époque, surtout à Newsweek, qui était un grand journal. On a fait beaucoup mieux que Time à l'époque sur les questions de racisme en Amérique. C'était un très bon éditeur qui a mené le danse-là. Mais à le même temps, comme la petite histoire que j'ai racontée juste maintenant à propos de Chicano, on était censé de penser qu'on était important, que 10 millions de personnes lisent chaque semaine ce qu'on a écrit. Et après, j'ai eu cette lettre, une femme me demandait est-ce que je peux trouver une femme de ménage Chicano. Donc, il y a de love-hate relationship avec le job. J'ai beaucoup appris. En fait, j'ai beaucoup appris comment écrire, comment mettre un papier blanc devant. Sur une machine à écrire et remplir le papier blanc avec l'écriture. Ça a commencé là. Donc, je dois beaucoup à mes années à Newsweek.
Daniel Salnave. Oui, je suis très frappée de cette conversation qui nous réunit et qui donne beaucoup d'extension à votre œuvre, en rappelant, avec votre accent d'ailleurs qui est plus british qu'américain, ce qui donne un côté très européen en même temps à votre aventure. Mais moi, je vous ai découvert non pas avec des romans que je goûte profondément, mais avec un livre qui m'a profondément marqué parce que il parlait du grand poète soviétique, russe, juif, aussi Mandelstam. Je rappelle qu'il avait écrit cette ode fameuse contre Staline, parlant de ses doigts gras comme des vers blancs, et etc., de sa moustache de tigre, et qui a terminé sa vie quelque part dans un transport aux alentours de Vladivostok. Vous pouvez nous raconter pourquoi vous avez eu envie de parler de Mandelstam, dans quelles circonstances vous avez rencontré Nadezhda Mandelstam, sa femme? Oui, c'était ça. Et Robert Little. Oui, ma femme et moi étions à Moscou, c'était un an avant sa mort, et j'avais une énorme admiration pour elle, parce qu'elle a écrit 2 chefs-d'œuvre elle-même, qui étaient publiés dans l'Ouest. Ça s'appelle Contre tout espoir. Contre tout espoir. Et le deuxième, Hope Against Hope en anglais, et Hope Abandoned, c'était le deuxième. Les livres sont arrivés à New York, le manuscrit est arrivé à New York sans titre. Et c'était les éditeurs à New York qui a joué avec son nom, parce qu'en russe, Nadezhda, c'est l'espoir. Donc les 2 titres en anglais tournent autour de son nom. En tout cas, à Moscou, j'ai eu le numéro de téléphone, un ami journaliste m'a donné ça. Elle était un vagabond pour les années et les années, hors de Moscou. Et finalement, vers la fin de sa elle était vie, interdite de séjour, hein. Elle était carrément interdite de séjour. Finalement, elle a eu un permis de revenir à Moscou, mais elle était très loin de le centre, dans un petit appartement. Alors j'ai téléphoné, et à mon grande surprise, elle nous invitait à prendre le thé. Donc ma femme et moi, comme je raconte dans ce livre, on a acheté une grande boîte de chocolat, et on a pris le taxi très loin, et on a frappé une porte, et cette vieille dame ouvre la porte. Et c'était pour moi un moment très émotionnel. Alors, la fin de cette histoire, c'est qu'après une heure et demie de conversation, elle nous emmenait vers la porte de cette couloir noir et tout. Et avant qu'elle ait ouvert la porte, elle m'a dit « Ne parlez pas anglais dans le couloir ». Et ça m'a tué. C'était un couteau. C'était en quelle année? C'était 79, si je crois bien, parce qu'elle est morte à 80. Et ces mots ont joué en moi pour 30 ans, avant que j'ai trouvé le courage d'essayer d'écrire un livre sur elle et sur son mari. Son mari était fantastique. Mais c'est quoi? C'est comme si Staline avait été toujours vivant. Elle pensait, c'était ça le mot, elle pensait, parce qu'à l'époque, c'était très dangereux d'avoir quelqu'un dans l'appartement qui parlait anglais ou français. C'était plus vrai à cette époque-là. Ça a commencé, le glasnost a commencé, c'était 10 ans après, mais c'était possible d'avoir les invités étrangers. Mais elle savait, parce que dans sa tête, elle était toujours dans les années 30. Mais la mémoire de son œuvre, de l'œuvre de Mandelstam, est passée par elle. Absolument. Parce qu'elle a appris par cœur les poèmes de son mari qui ont été interdits. Les livres, on parlait tout à l'heure de la destruction du papier, de la disparition du livre, mais c'est un exemple typique parce qu'effectivement, Staline a persécuté Mandelstam, comme beaucoup d'autres poètes soviétiques, au point de faire détruire la totalité de son œuvre, et même les manuscrits que la police a saisis chez lui ont été détruits parce qu'on cherchait des traces, des métaphores, des allusions peut-être politiques. Tout a été saisi et tout a disparu. Et l'œuvre de Mandelstam a survécu en partie parce que sa femme a eu cette mémoire prodigieuse et qu'elle a appris par cœur l'œuvre de son mari pour la sauver. C'est un exemple extraordinaire. Est-ce qu'il n'y a pas un film où les gens, dans le film, chaque personne mémorise un livre? Fahrenheit 451 de François Truffaut. Ça c'est Nadezhda. Elle a sauvegardé l'œuvre, comme vous dites, et l'œuvre de Mandelstam n'existait pas aujourd'hui sans elle.
De toute façon, il y a quelque chose qui est toujours très, très fort chez vous, qui existe, un lien très, très fort avec tantôt l'Union soviétique, tantôt la Russie. Si on refait allusion à votre personnage principal, Lemuel Gun, dont vous dites que son prénom est une allusion à Gulliver, Lemuel Gulliver, que si on le traduit en hébreu, il veut dire dévoué à Dieu, mais que si on le prend dans le sens au fond de Gulliver, il y a quelque chose de l'ordre de l'innocence. C'est un peu au fond quelque chose qui vous relie aussi au personnage de Dostoïevski, à savoir au fond un personnage qui parcourt le monde, qui a une lucidité sur le monde, que l'innocence, même si on en est un privé un peu décati quelque part au Nouveau-Mexique, on est une sorte de révélateur du monde. Oui, je trouve c'est très vrai, le comparison que vous faites. Pour moi, l'innocence de Gulliver, de Swift, et mon Lemuel Gun, ça représente pour moi l'innocence de Merrick. C'est le bon côté pour moi, cette innocence de Merrick. Je pense toujours, par exemple, ici en France, je pense toujours l'innocence avec laquelle le Merrick est venu pour libérer la France. C'est peut-être c'est loin de vos pensées, mais moi je vois ça, ces soldats en Normandie qui avec une innocence dit on vient pour repayer la France qu'ils ont fait pendant la Révolution américaine. Ça c'est innocent. C'est le côté Amérique, cette innocence sur un côté et l'autre côté tout le monde armé. Et comme un enfant, Robert Little, comme l'enfant que vous devez encore un peu être, vous jouez aussi, vous, avec au fond les joujoux des référents du cinéma américain. Il y a par exemple cette roulotte un peu luxueuse dans laquelle vit Lemuel Gun, mais qui est en fait un vieil accessoire du prisonnier de Zenda. I'll be at your side every minute. Your capital, your majesty. Alors on le voit, quand on revoit le film, extrait hier du Prisonnier de Zenda, on imagine très bien du coup où vit votre héros Lemuel Gun. Mais il y a aussi, comme une facétie, une petite référence à l'homme qui rétrécit. The science fiction classic, The Incredible Shrinking Man, one of the best sci-fi films of all time. Scarlet, what was that? I don't know. Some kind of mist. Look at your chest. They still too loose? Sure, even the cuffs are dragging. They do look kind of big. I'm getting smaller, Lou, every day. Well, that's silly, honey. People just don't get smaller. There's no medical precedent for what's happening to you. I simply know Et that comme le bon vieux maître de tous, Alfred Hitchcock, évidemment, au lieu qu'il fasse très froid, dans votre sombre roman noir, il fait très chaud, comme dans La mort aux trousses. Vous êtes bien amusé, quoi. Oui, c'est vrai, mais pourquoi faire un livre si on peut pas s'amuser? C'est Graham Greene, une fois, a dit à propos de ses propres romans qu'ils sont entertainment. Je crois que c'est, comment on dit ça en français? Mais justement, on ne le dit pas. Distraction. Distraction, oui, c'est bien. Oui. Mais c'est très lointain. C'est un peu ingrat, c'est des fois péjoratif. Non, pas du tout. Moi, je trouve pas péjoratif. Je trouve That's entertainment. que même les livres très sérieux doivent avoir cet élément aussi. Et l'écrivain aussi doit avoir un peu de distraction quand il écrit aussi. Vous vous souvenez de Jean-Patrick Manchette? Bien, très bien, oui. Jean-Patrick a été le premier traducteur
de mes premiers livres, et je me souviens très bien de lui. Écoutez-le, c'était en 1980 dans les Nuits magnétiques de France Culture de Jeanne Folly. Il faisait la distinction justement entre, au fond, ce qu'était le néopolar, le genre dont on disait qu'il était le chef de file, et le roman noir américain Jean-Patrick Manchette. Le néopolar, disons que c'est un truc référentiel pour parler comme Vincennes et Henri Lefebvre réunis. Donc il y a tout le temps des gags de l'écriture sur elle-même, l'auteur qui intervient, c'est très subjectif, il y a des plaisanteries sur le langage, ils ont tous lu Queneau comme des fous, surtout Jean Vautrin, mais les autres aussi. Et c'est une forme d'écriture qui est complètement différente. Elle n'est pas complètement différente du polar classique américain, mais elle joue sur le polar classique américain en utilisant les formes, les structures du polar classique américain, mais en annonçant à corps et à cri, attention, vous voyez, je fais joujou avec ces structures du polar classique américain, mais je suis un 68ard et j'ai lu Queneau. Et il y a une espèce de commentaire qui court sans arrêt dans les bouquins de néopolar, qui en fait une forme, disons, décadente, mais c'est pas péjoratif de dire décadent, c'est un fait que, il me semble que le polar classique, le polar à l'américaine, le roman noir à l'américaine, c'est fini, ça a eu son époque, c'est terminé, ça s'est terminé dans les années 50. Je vois pas, j'ai rien lu qui soit l'équivalent du néopolar français et qui soit d'origine américaine. C'est-à-dire, j'ai pas lu de texte américain où on fait joujou avec l'écriture. Hélas, s'il vous avait lu, il aurait sans doute changé peut-être un peu d'avis en lisant Une belle saloperie, Robert Little. Peut-être, oui. Peut-être il aurait dû aimer celui-là. Il était un homme très, très généreux, Jean-Patrick. Je vous dis pourquoi. Au début, il a prêté son nom comme traducteur de mes premières 2, 3, 4, 5 livres. Mais c'était pour que sa femme traduit les livres. Mélissa. Mais en fait, je crois, parce qu'elle n'était pas connue, elle n'aurait pas accepté que c'est elle le traducteur. Donc Jean-Patrick a signé son nom. Ça passait très bien. Et après, peut-être 3, 4 livres, c'était Mélissa et Jean-Patrick. Et après un autre livre, Jean-Patrick a laissé tomber et c'était Mélissa. Mais en fait, tous les livres étaient traduits par sa femme. Et c'était très généreux de sa part pour trouver le travail de traduction pour sa femme. Voilà, la femme, souvenir de la femme de Mandelstam, le souvenir de la femme de Manchette, Daniel Salnave. Oui, plus on avance dans l'heure qui nous est impartie, plus on voit l'extension de vos préoccupations. Vous me montrez ces gens abandonnés, après certaines découvertes qu'ils font en Afghanistan ou ailleurs, votre reportage sur les Chicanotes, qui est quand même impressionnant, la rencontre avec Nadezhda Mandelstam. Vous avez publié en 97 des conversations avec Shimon Peres. Oui. Quelle était au fond, quelle intention vous animait, quelle occasion est-ce quelqu'un que vous connaissiez bien, dont vous aviez suivi toute l'aventure politique, qui est énorme, dans la période depuis les années 50, disons 60. Voilà, c'est une question que je voulais vous poser. Ça, c'était, Robert Little. Ça, c'était un accident. C'est le seul livre que j'ai fait dans toutes ces années qui n'était pas fiction. Et Cynthia Libo, qui est mon éditeur à l'époque et qui est toujours mon éditeur à Paris, un jour, elle a eu cette idée de faire un livre de conversation avec Shimon Peres. Elle m'a demandé si je veux le faire. Et c'était impossible de dire non, parce que j'étais passionné par le Moyen-Orient, par Israël, par le Palestinien, les questions palestiniennes, et par le parcours de Shimon Peres lui-même, qui en fait, il encompasse toute l'histoire d'Israël. Il est arrivé un jeune homme dans les années 30, il a été découvert par Ben Gurion, il a eu toute sa carrière. Quand Israël a eu son première, je dis pas bombe atomique, mais son premier réacteur atomique, c'était Shimon Peres ici à Paris qui a négocié ça. Quel parcours! Alors, Cynthia Libo m'a demandé, est-ce que je suis prête à le faire? Et j'ai dit oui, en pensant que jamais elle va réussir son coup. Et même si Peres était d'accord, il y a beaucoup de journalistes
plus important que moi qu'il va accepter. Et ben, Cynthia Libo a fait le coup, il m'a accepté et j'ai passé une semaine à Tel Aviv en interviewant Shimon Peres. C'était très, très, très intéressant pour moi. Petite anecdote de ce livre, que j'ai posé la question, je crois, très dure, très aiguisée. Et il avait le droit, dans le contrat, d'éditer le manuscrit. Et Cynthia Libo et moi sont allés à Israël pour mettre le manuscrit dans ses mains des mois après. Et il n'a rien changé. Même les questions que je trouve, ses réponses étaient... C'était quoi les questions plus dures, par exemple? Ah, j'ai dit, par rapport, je me souviens par rapport au fait que les Israéliens dans l'armée qui fait le crime contre un Palestinien n'est pas puni, mais un Palestinien qui fait un crime contre un soldat, il peut aller en prison pour des années. La différence. Les procès à l'époque étaient très marqués. Et il a répondu ce qu'il peut répondre, mais la réponse n'était pas bonne. Mais il n'a pas pris un crayon rouge et rayé les questions ou sans réponse. Il n'a pas usé du final cut. Il a laissé, il avait le droit de final cut. Il avait le droit de final cut, il n'en a pas usé. Il n'a pas utilisé. Et j'ai appris après ça qu'il était fier de ce livre, il donnait à beaucoup de monde, et peut-être il était fier de le livre parce que c'était franc, parce que c'était... un document correct. Ouais, c'était cash. Mais je dois dire que je suis très déçu avec Shimon Peres aujourd'hui, avec le rôle qu'il joue aujourd'hui, où il a joué depuis qu'il est président. On attendait beaucoup plus de lui par rapport de pousser le gouvernement de Netanyahu vers un accord avec les Palestiniens et un État palestinien. Il n'a pas fait. Et on est très déçu aujourd'hui avec lui. Daniel, oui, pourquoi au fond? Parce que c'est vrai, c'est l'impression qu'on peut retirer d'une carrière quand même éblouissante, de grands espoirs liés à son nom, à ses engagements, et effectivement cette déception. Il faut dire que dans le même temps, Robert Little, beaucoup de commentateurs sont aussi déçus de ce qu'on appelle une sorte de revirement de Barack Obama vis-à-vis du Moyen-Orient, qui souhaiterait visiblement se désengager un peu plus que les États-Unis ne l'étaient jusqu'à aujourd'hui. Déception contre déception, Robert Little. Obama a fait ce qu'il peut. Obama a beaucoup de problèmes avec les politiques internes américaines, avec les Jewish lobby en Amérique, avec les Republicans en Amérique, avec les nouveaux-born Christians en Amérique qui pensent... Il y a une grande partie de l'Amérique qui pense... Ça, c'est les chrétiens nouveaux... How do you say nouveau-born? Qu'est-ce qu'on dit? Les chrétiens... les nouveaux convertis, les born again. Oui, ça. Et qui pensent que le Messie ne peut pas revenir, c'est dans le texte, si les peuples juifs ne sont pas secures dans leur pays. Et donc, ils sont peu pro-Israël que les Israéliens. Et moi, je dis toujours, ils sont prêts à mourir. Ces Américains, ils sont prêts à mourir, à battre à le dernier goût de sang israélien. Ils ne voient pas le paix comme la solution, comme moi je le vois. Allez, pour conclure, un retour tout de même à une belle saloperie. Et votre héros, Lemuel Gunn avec 2 N. Vous aviez aussi en tête ça, Peter Gunn, la série, notamment, j'ai jamais vu. Blake Edwards. Vous ne l'avez jamais vu? Non, les gens m'ont parlé, mais j'ai jamais vu ça. Curieux. Non, je vais finir par des citations érotiques, si vous voulez bien. Alors, oui, mais parce que Chandler, il y a beaucoup d'érotisme dans le bouquin de Robert Little. Il y a entertainment et du coup il y a glamour. Et oui. Voilà. Alors, deux citations, une de Chandler, une de Robert Little. Chandler, je suis toute nue, dit-elle, quand je lui regardais en fumant 1 minute. Mon Dieu, dis-je, c'est exactement ce que j'allais vous dire. Encore 1 seconde et je disais, je parie que vous êtes toute nue. Moi, je garde toujours mes godasses au lit, au cas où je me réveillerais avec une conscience mauvaise et où je devrais m'esquiver sans bruit. Et chez Robert Little, ça donne. Je restais sur le mode léger. Possédez-vous d'autres armes en plus que l'arsenal féminin habituel?
Et j'aimerais avoir une explication de quelque chose, parce que toutes les références, encore une fois, avec le talent que vous avez, c'est-à-dire que ça ne se voit pas. On lit effectivement quelque chose qui est divertissant, on s'y perd, on sourit parce qu'il y a beaucoup de références, claires plus ou moins. Et par exemple, il y a tout de même à un moment donné, il est question d'un sourire fitzgeraldien. Qu'est-ce que donc un sourire fitzgeraldien, Robert Little ? Moi, je suis un grand amateur de Fitzgerald. Toute ma vie, j'ai apprécié Fitzgerald. Et je crois qu'il y a un sourire qui vient de là. C'est quoi ? C'est comme le sourire de la Joconde, allez le définir. C'est un ironie dans le sourire. L'ironie est... Gentille. Hein ? Une ironie gentille. La vôtre, elle n'est pas si gentille que ça. Oh non, je crois que c'est assez gentil. Espiègle ? Hein ? Espiègle ? Je crois qu'il y a cette tension entre le sourire elle-même et l'ironie qui est dans le sourire. Ça donne une tension que j'apprécie. Mais ça, c'est toute l'histoire du cinéma américain, des grandes héroïnes américaines. C'est Katharine Hepburn, oui. C'est Lorraine Bacall. C'est ça qui rend une actrice ou un acteur superbe. C'est Cary Grant. Peut faire deux choses en la même fois, ou trois choses en la même fois, en lit dans le visage plusieurs émotions. Donc, quelqu'un peut sourire et on peut avoir un frisson de danger, par exemple, dans le cinéma, n'est-ce pas? Bien sûr. Oui. Donc, James Mason dans La Mort aux Trousses, par exemple. Aussi.